Ouais, c'est bon les gens? Ouais. Hello les gens, je prends le relais de Yazid qui va peut-être nous rejoindre après. Là, on a laissé un petit peu la place pour nos invités parce qu'on va parler tout d'abord de ce qu'on peut appeler, je pense, une victoire de la lutte contre l'islamophobie. On va peut-être nuancer ça, mais à première vue, en tout cas, quand ça a été annoncé sur les réseaux, on s'est dit c'est une grande victoire. En fait, c'est le rapporteur public qui a demandé le rétablissement du contrat d'association avec l'État pour le lycée Averroès, qui avait subi la résiliation de son contrat du fait d'une décision de la préfecture du Nord. Donc on va y revenir avec justement le chef d'établissement du lycée Averroès qui est avec nous ce soir, Éric Dufault. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, bonsoir à tous. Bonsoir. Et à toutes. On a aussi un invité que vous connaissez, Nordine Naoussat. Comment vas-tu? Bonsoir Myriam. Ça va? Bien, merci. Et Youssef Boussouma. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Très bien. Alors, donc, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cet événement, cette décision de justice. Déjà, qu'est-ce qui vous a été reproché parce que les gens ne suivent pas forcément tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été reproché au lycée et pourquoi est-ce que la justice vous a donné raison dans cette affaire? Alors ça demande, oui, c'est 1 an et demi là, derrière nous, effectivement. Donc je rappelle que le lycée Averroès est né en 2003, qu'il a fêté ses 20 ans en 2023, qu'en 2013 il avait été désigné par un certain nombre de médias meilleur lycée de France, donc un parcours fulgurant. Et puis les ennuis ont commencé, si je résume très rapidement, à partir du moment où un enseignant a démissionné de chez nous en 2015, si vous vous souvenez, après les tragiques attentats de Charlie Hebdo. Un enseignant s'est répandu dans la presse en calomnie à notre sujet. Et puis ensuite, 2019, dans Qatar Papers, on révèle que le lycée Averroès aurait été financé par le Qatar. C'était un des principaux reproches. Ce qui est vraiment un crime absolu. Et le président de région nous refuse les subventions dès lors, alors qu'il s'avère, et c'est un des reproches, que simplement, et tout ça a été documenté depuis, donc c'est vérifiable ce que je dis, en 2014, un organisme du Qatar, Qatar Charity, a aidé au financement de l'achat des locaux actuels sans aucune contrepartie. Et bien évidemment, la région était informée, puisqu'on avait même le vice-président de la région qui était dans notre conseil d'administration. Bref, il y a une suspicion depuis longtemps autour du lycée Averroès, premier lycée privé musulman ouvert en France, donc grand succès, comme je l'ai rappelé, c'est une évidence. Et donc on a effectivement depuis 2022 de différents contrôles, la Chambre régionale des comptes, la direction des finances publiques, des contrôles pédagogiques qui sont par ailleurs bien normaux. Et donc l'ancien préfet des Hauts-de-France et du Nord a un jour, le 18 octobre 2023, fait paraître d'abord l'information est parue dans la presse, comme quoi il envisageait de résilier le contrat pour un certain nombre de manquements, et notamment manquements aux valeurs républicaines. Or, donc le contrat a été résilié effectivement le 7 décembre 2023, et depuis nous nous sommes battus, d'abord de référé, suspension, et puis le référé sur le fond, donc comme vous l'avez rappelé, le 23 avril dernier, qui a lavé de tout soupçon le lycée Averroès. En gros, si je résume, et j'entends répéter depuis quelques jours, et c'est notamment la raison pour laquelle je suis là ce soir, puisque malgré la victoire en justice, j'entends depuis mercredi dernier sans arrêt dire c'est un lycée islamiste, on rappelle, et les griefs qui nous étaient reprochés à l'époque, qui ont tous été donc balayés en justice, réapparaissent sur tous les plateaux de télé, y compris dans des interventions politiques, et puis alors, sur le déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Et en fait, si je suis là, c'est pour rappeler que le lycée Averroès, j'ai entendu récemment Bastion des frères musulmans, le lycée Averroès, ce sont des personnes. Son chef d'établissement, je représente toute la communauté éducative ce soir, mais ce sont des élèves, ce sont des personnels, ce sont des enseignants qui depuis 1 an et demi sont traînés dans la boue, qui vivent une souffrance psychologique parce que effectivement, ils se demandent ce qu'ils ont bien pu faire, autre que d'avoir brillamment réussi.
Depuis plus de 20 ans, nous avons propulsé 2200 bacheliers dans l'enseignement supérieur. Nous sommes reconnus pour d'excellents résultats au baccalauréat, notamment pour le lycée, au diplôme national du brevet pour le collège. Et je crains, et ça a été dit là aussi dans certains médias ou à certaines occasions, on nous reproche tout simplement de former de trop bons élèves qui inquiètent certains, alors qu'effectivement, ils devraient s'en féliciter. Puisque nous apportons... Alors pourquoi c'est un problème? Parce qu'on nous dit qu'on forme une élite prétendument musulmane. Ah, voilà. Voilà. Et je rappelle ce soir à cette occasion que comme nous étions un lycée sous contrat, nous sommes ouverts à tous. Hein, c'est la loi et c'est aussi notre politique. Ouvert à tous ceux qui veulent bien y venir étudier. Ouvert à toute évidemment confession, toute idéologie politique. Il suffit de voir notre salle des profs pour voir que c'est l'exemple même. Je le dis toujours. Depuis lors, l'exemple du vivre ensemble. Voilà. Je ne demande jamais ni à un élève, ni à une famille, ni à un enseignant s'il est musulman pour entrer à Averroès. Jamais je ne demande sa confession. Je pourrais le faire, certains le font dans un établissement privé confessionnel. Je ne le fais jamais. Mais j'ai des enseignants qui ont dit dans la presse, moi je suis athée, d'autres qui ont dit, moi je suis catholique. Donc vous imaginez qu'il est véritablement impossible pour nous de diffuser la moindre idéologie à des gens qui sont tellement divers et variés, dans une mixité complète, je le disais, mixité sociale, mixité politique, idéologique, religieuse, etc., etc. Donc tout ceci est invraisemblable. Nous formons certes d'excellents élèves et nous contribuons, je pense, ardemment au service public de l'éducation nationale. Donc on devrait se féliciter cette réussite au lieu de s'en inquiéter. Voilà ce que j'entends partout dans les médias encore récemment. C'est ça, j'ai l'impression que le simple fait qu'il y ait le mot musulman dans le nom du lycée, ça suffit à, entre guillemets, valider tous les préjugés qu'on peut avoir. Et puis de toute façon, vous l'avez dit, sur les valeurs de la République. Donc la préfecture juge certains ouvrages contraires aux valeurs de la République et le rapporteur répond que les documents proposés sont tout à fait conformes au pluralisme scientifique et culturel et qu'il y a des livres sur toutes les religions, des livres sur la laïcité et qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a eu un enseignement problématique alors que c'est ce que la préfecture vous reproche. Et moi j'ai une question, est-ce que, parce que dans la loi séparatisme, il y avait tout un volet sur l'éducation, notamment sur les enseignements privés à connotation religieuse, etc. Est-ce que ça a pu accompagner justement cette attention sur votre lycée, sur votre établissement ? La confession, les établissements privés doivent être contrôlés. D'ailleurs, vous avez vu, c'est le débat du moment, puisqu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui a révélé que finalement, nous étions les seuls à être contrôlés. Hein, je rappelle, c'est encore une fois ce que je dis est documenté. 14, ces dernières années, 14 inspections diverses et variées de tous les corps de l'État, sans parler d'une trentaine d'inspections pédagogiques, tout à fait classiques pour les enseignants du lycée. Mais nous sommes, j'aime à le rappeler, heureusement ou malheureusement, et c'est d'ailleurs un gage pour nous, le lycée le plus inspecté de France. Ouais. Le plus inspecté de France, je pense que je suis le chef d'établissement le plus inspecté de France. Donc, une inspection de 2020, l'inspection qui avait été d'ailleurs gardée secrète, de l'inspection générale de l'éducation nationale, qui avait fait un éloge du lycée Averroès, une inspection en 2021, une inspection en 2023. Toutes ces inspections de l'éducation nationale confirment à la fois le respect, bien sûr, des enseignements, des valeurs de la République, à propos du CDI, que tout est conforme. Et là aussi, j'ai entendu dire, et l'ancien président de la région l'avait dit aussi, que toutes les inspections n'avaient pas vu ce que l'ancien préfet, qui souhaitait résilier le contrat du lycée, avait vu, lui, les recteurs, les différentes inspecteurs avaient été remis en cause, puisqu'effectivement, toutes les inspections nous avaient donné raison et satisfaction. Oui, alors justement, quels sont les points précis qui avait été relevé, qui semblait être en contravention avec... Alors c'est surtout un livre, on en a beaucoup entendu parler, hein, les 40 hadiths, c'est pas le livre en soi qui pose problème, c'était un choix qui avait été fait d'une édition, et alors comment ça s'est passé? J'aime à le rappeler parce on entend souvent, on a découvert ou ils ont découvert au CDI, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été contrôlés en 2022 par la Chambre régionale des comptes, et ils nous demandaient régulièrement de mettre des documents sur une plateforme
plateforme numérique. Et un jour, subrepticement, on nous a demandé, avez-vous un programme d'éthique musulmane? C'est notre temps fort confessionnel, facultatif, qui est proposé aux élèves, comme tous les établissements confessionnels. Et avez-vous un programme d'éthique? Si oui, voulez-vous bien le communiquer? Nous l'avons communiqué en toute transparence et spontanément. Et dans ce programme d'éthique, il y avait un certain nombre d'ouvrages. Et il y avait un certain nombre d'ouvrages qui étaient en notice bibliographique pour les intervenants. D'où ce livre, au niveau seconde. Et j'aime malheureusement à le rappeler, ça a été confirmé par des dizaines d'attestations. Ce livre, il n'a jamais même été utilisé. Il n'a jamais été présent à Averroès. Les élèves ne l'ont jamais eu entre les mains. Mais c'est ce livre qui nous poursuit depuis et que nous avons communiqué nous-mêmes, je le rappelle. S'il y avait eu le moindre doute, on aurait pu dire qu'on n'avait pas de programme d'éthique, on aurait pu dire qu'on n'avait pas de livre, etc., etc. C'est nous qui l'avons communiqué en toute bonne foi, en toute transparence. Et vous m'excuserez, excuse-moi. Juste sur ce point-là, quand bien même ça serait un livre qui aurait été dans les mains des élèves, des enseignants, etc., de quoi il s'agit ? Les 40 hadiths de l'imam Nawawi, 8e siècle, c'est un livre qui compile et qui choisit une quarantaine de propos du prophète, choisis sur des milliers, qui relèvent de tous les sujets. Le premier hadith, d'ailleurs, qui est cité, il donne l'importance à l'intention. Que les actes ne valent que par leurs intentions, d'où la personne qui doit faire une introspection pour le motif, le mobile de telle ou telle action, et de dire que Dieu donne de la valeur à l'acte selon la pureté de l'intention qu'il étaye. Mais c'est une sorte de... Oui, excuse-moi Youssef. C'est une sorte de manie qu'on retrouve souvent chez ceux qui prétendent lutter contre l'islamisme politique, de chasser les moindres livres. Vous savez, même dans les rayons de la FNAC, etc., ils vont faire un post sur les réseaux sociaux avec des milliers de likes en disant regardez le livre qu'on peut acheter à la FNAC, islamique, etc. Le moindre livre qui leur paraît un petit peu trop musulman ou trop islamiste ou peut-être salafiste, peut-être. Des fois ils le disent, mais c'est un scandale. Même les librairies musulmanes, parfois qu'on a retrouvé, même à Roubaix, quand il y avait eu le documentaire sur M6, si vous vous souvenez, il y a une espèce de manie sur les livres, comme si on parlait d'Hitler, quoi. On parlait du livre d'Hitler. C'est ça. C'est comme si c'était Mein Kampf. Comme si c'était Mein Kampf. Mais justement, je veux savoir, donc c'était un ouvrage qui était au CDI? Non, du tout. Qui n'était même pas au CDI. Du tout. Qui n'était même pas au CDI. Qui n'était même pas au CDI. Oui, d'accord. Dans cette histoire. En plus, on doit savoir que dans le CDI, il y a dans cette histoire, c'est ça. Personne ne l'a jamais trouvé. En fait, c'est nous qui avons communiqué un programme dans lequel. Et le problème, c'est pas les hadiths. Le problème, c'était les commentaires qui étaient faits. C'était une édition qui avait été choisie il y a une quinzaine d'années et qui, se trouvait dans le programme. Et donc, on a été soupçonné, malgré tout ce qu'on avait prouvé, encore une fois, malgré l'inspection générale de l'éducation nationale qui avait été demandée par le ministre Blanquer, qui avait dit que au lycée Averroès, on respectait parfaitement le contrat d'association signé avec l'État, les valeurs de la République, puisqu'on a fait je ne sais combien de partenariats avec l'armée, avec la police, un certain nombre d'institutions, avec Sciences Po, etc., etc. Enfin, tous les gens qui nous connaissent savent que tout ceci est invraisemblable, bien évidemment. Et j'ai noté au long de ces mois, oserais-je dire au nom de ces années, que tous ceux qui parlent extrêmement mal, tous ceux qui montrent leur haine pour Averroès, ce sont des gens qui ne le connaissent pas, tout simplement. Et donc j'invite toujours les gens à venir voir ce qu'on vit au quotidien, et ils seront bien déçus parce qu'effectivement, c'est un lycée qui fonctionne comme tous les lycées, les grands lycées, les institutions privées, tout simplement. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui, de loin, avec du bon sens, diraient, auraient confiance en la préfecture? Pourquoi la préfecture ferait tout un dossier s'il n'y avait rien? Sous-entendu, il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui explique que la préfecture s'acharne comme ça sur votre lycée? Vous le dites, c'est un acharnement. Je me pose la question. En tout cas, il y avait une volonté de nuire à Averroès. On fait un long travail avec les élèves sur le harcèlement. J'ai le sentiment de vivre depuis tous ces mois un harcèlement, un acharnement. Je rappelle quand même que Averroès, on a mis une cible sur cet établissement aujourd'hui. J'ai dû demander une protection au préfet récemment, évidemment, puisque compte tenu des événements récents, il y a de quoi s'inquiéter. Les familles s'inquiètent, les élèves, les personnels sont extrêmement inquiets de cet acharnement, parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui une difficulté à vivre, de vivre dans l'angoisse pour l'avenir du groupe scolaire, et puis l'angoisse de vivre de ce que les élèves entendent dans la société aujourd'hui, bien sûr. Alors, juste par rapport pour répondre à ta question, Mariam, on nous rapporte dans l'oreillette que concernant un autre établissement qui a des soucis, c'est Al-Kindi aussi de Lyon. Près de Lyon. De Lyon aussi, oui. On aurait entendu une représentante de l'État
alors on ne va pas dire des noms pour éviter, mais dire précisément ce que vous disiez tout à l'heure, mais vous ne vous rendez pas compte, si vous laissez monter tous ces élèves musulmans, n'oubliez pas que ce sont eux qui seront aux commandes demain du pays. Et ouais. Et ça a été dit exactement. Bon, les personnes qui ont rapporté ça sont... Ça a été rapporté par l'avocat. Absolument. Maître Guesguez. Exactement. Et donc, on a un début de réponse. On a un début de réponse dans cette espèce d'angoisse, absolument irréaliste, surréaliste, je veux dire, d'une partie de ce pays, de ne pas considérer que des citoyens musulmans soient citoyens à part entière. Et on est là dans le fondement de quelque chose, je crois. Toute l'histoire de l'égalité des chances et de la méritocratie de l'école française. Deux autres phrases, Youssef, qui me paraissent aussi extrêmement graves et dangereuses, c'est le Darmanin, Gérald Darmanin. Alors, les deux, il se trouve qu'elles sont de lui. Après, je vais vous citer une phrase de son livre sur le séparatisme, voir le double discours et l'hypocrisie de l'homme. Donc, il dit, c'est pas une bataille juridique, c'est une bataille culturelle. Vous vous rendez compte, le ministre de la Justice, au moins, il aurait eu la décence, je dis bien la décence, de dire que c'est une bataille juridique, pour ne pas dire que c'est autre chose, et que c'est une question de droit, et bon, qu'on les attaque parce qu'ils ne respectent pas le droit. Non, il le dit clairement, ce n'est pas une bataille juridique, c'est une bataille culturelle. En allemand, Kulturkampf, parce que ça fait référence à des... Qui veut dire civilisation, etc. Oui. Bien sûr. Et le même, je pense bien, donc qui dit l'argent des Français, il doit être mis ailleurs que dans ce lycée. L'argent des Français, c'est comme ça. Il faut lire les mots sont importants. L'argent des Français, comme si ces élèves-là n'étaient pas des Français. Oui. Mais c'est grave, mais on marche sur la tête. Bien sûr, bien sûr. On marche sur la tête. L'argent des Français ne doit pas aller aux élèves du lycée Averroès, parce que les élèves du lycée Averroès, ils viennent d'où ? De Mars, de Jupiter, non, mais c'est grave ce qui se passe. Enfin, ce qu'il dit, voilà, il est plein stabilo, le livre, j'en ai fait 2-3 vidéos sur le livre. Alors, pour parler, dire que la France, c'est le pays de la laïcité, de respect des cultes, etc. Il dit, laïcité garantissant la liberté de conscience et de culte, possibilité d'école musulmane sous contrat. Page 48 pour ceux qui voudraient le relire. Possibilité d'école musulmane sous contrat. Que lui, il combat et qu'il incite à combattre. Mais avant. D'autant qu'on sait qu'un grand nombre d'écoles confessionnelles sous contrat ne sont jamais contrôlées. Je veux dire, ça, on le sait très bien. Je veux dire, quand vous disiez que vous avez subi 14 contrôles, je veux bien, on va pas les citer, mais ils sont connus. Et pas uniquement Stanislas, d'ailleurs. Un grand nombre d'établissements ne sont quasiment jamais contrôlés. Jamais contrôlés. On va bientôt devoir libérer Éric Dufour, donc j'ai encore 2 questions pour vous si vous avez encore un petit peu de temps. Ma première question, ça va être sur les soutiens. Quels sont vos soutiens politiques ? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire surtout Voilà, quels sont les soutiens politiques, etc. J'ai 3 questions en vérité. Quels sont les soutiens politiques ? Comment ça a été présenté dans la presse ? Est-ce que vous auriez à rectifier un petit peu le récit qui a pu être fait dans la presse ou dans les grands médias ? Et 3e question, comment est-ce que les lycéens vivent un peu cette histoire ? Les lycéens sont très inquiets. Regardez, mes élèves de terminale ont commencé l'année hors contrat. Et puis heureusement, le rectorat de Lille a fait en sorte qu'ils puissent passer le baccalauréat sous contrat. Mais les élèves de première actuellement, donc il y a cette victoire de mercredi dernier, mais les élèves de première sont convoqués à des épreuves le 2 juin. Ouais. Je dois effectivement rapidement régler cette question avec le rectorat de Lille. Donc ces élèves vivent des émotions, vous comprendrez bien, diverses et variées dans l'année. Régler cette question parce qu'ils ont pris un retard. Il n'y a pas eu d'inscription, il n'y a pas eu de... Non, parce que quand on est hors contrat, les élèves ne bénéficient pas du contrôle continu. Qui est aujourd'hui 40% du baccalauréat. Donc les familles et les élèves vivent des émotions tout au long de l'année, en dehors de la souffrance psychologique qu'ils ont vécue les années précédentes. Donc c'est effectivement une difficulté pour eux de préparer simplement leur examen au quotidien, de se demander. Là, ils ont eu le sentiment, il fallait voir la joie pour eux mercredi de se sentir encore une fois lavé de tout soupçon. Ils l'ont vécu comme ça. C'était assez extraordinaire de voir nos élèves mercredi. Et je me bats, moi, pour mes élèves, je le disais tout à l'heure, mes élèves, mes enseignants, c'est ça. C'est que voir que on parle du lycée Averroès, mais ce sont des personnes, ce sont des élèves, ce sont des professeurs qui travaillent au quotidien, qui donnent leur meilleur constamment et à qui il n'y a rien à reprocher. Comme tous les établissements. Quel est l'effectif Alors, on a eu jusqu'à 825 élèves. On en a 200 de moins cette année, puisque
effectivement, la résiliation du contrat oui, entraînait une augmentation des frais de scolarisation, la peur un peu de la perte du contrôle continu, tout ça a fait que des élèves... Et on avait jusqu'à 60% de boursiers. Il y avait aussi ce mérite qu'on nous reconnaît, c'est de scolariser 55 à 60% de boursiers. L'indice de position sociale est un des plus bas de l'enseignement privé en France, chez nous. Vous parliez, je réponds rapidement aussi à votre question sur les médias et les soutiens. Donc j'ai noté, et heureusement, puisqu'on avait quasiment tous les médias contre nous au début de l'histoire, évidemment on a révélé des horreurs sur Averroès au début de notre histoire, en octobre 2023, mais depuis, effectivement, je pense que toute la presse a bien, parce que les journalistes sont venus les uns après les autres, parce qu'ils ont compris quelle était la situation et la réalité de notre situation. Donc heureusement, j'ai lu récemment des articles beaucoup plus mesurés et beaucoup plus factuels sur ce qui avait été décidé. Et parmi vous parliez de soutien, eh bien il y a des soutiens de la première heure, d'ailleurs de droite comme de gauche, sur l'échiquier politique, des individualités, mais surtout dans le nord de la France, qui nous ont soutenus depuis le début. Je voudrais saluer Roger Vico, le député du Nord. Je voudrais saluer Aurélien Lecoq, autre député du Nord de notre circonscription. Et puis, plus généralement, Pierre Mathieu aussi, l'ancien directeur de Sciences Po Lille, qui nous connaît très bien, tout simplement parce que lui, on avait un partenariat. J'espère qu'on va le recouvrer quand on était sous contrat. Voilà, partenaire pédagogique, puisqu'il accueillait nos élèves, puisque nos élèves découvraient Sciences Po. Certains poursuivaient à Sciences Po ensuite. Et il est l'un des meilleurs connaisseurs du lycée Averroès, et il a toujours dit son incompréhension face à ce qui nous était arrivé. Oui, ce que je peux dire là-dessus, c'est lorsqu'un système méconnaît l'utilité, le lycée Averroès a fait la preuve de son utilité, quand bien même, mais lorsqu'un système commence à méconnaître l'utilité d'un établissement, il y a de quoi s'inquiéter. Lorsqu'on va par-delà l'utilité, par-delà pour aborder des aspects beaucoup plus idéologiques, c'est qu'on vient de franchir une limite. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec le lycée Averroès, où c'est une approche idéologique qui produit et pas uniquement pour le lycée Averroès, parce qu'on va parler aussi d'autres établissements. Et là, on a de quoi vraiment s'inquiéter, et on a de quoi appeler les citoyens à un réveil. Un réveil, et de façon, parce que c'est inadmissible qu'il y ait ces propos, qu'il y ait justement cette idéologisation dans l'approche qu'on a d'un établissement d'enseignement. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors qu'on est sans arrêt en train de dire il faut préserver l'école, l'école est un îlot, préserver des turbulences de la vie politique, etc. Et qu'on a l'irruption, une irruption aussi violente du politique, je crois qu'on a vraiment de quoi s'inquiéter. On va continuer à... Et que peut-on faire peut-être On va continuer à en parler juste après. Et que peut-on faire et quelles sont les suites de ce procès-là? Est-ce que c'est terminé? Alors, j'ai oublié, pardonnez-moi, Jean-René Le Serre, pour vous dire, l'ancien président du département, qui lui est plutôt classé à droite, pour vous dire que voilà, ce sont des gens qui nous connaissent. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans, il y a simplement des gens qui savent ce qui s'y passe réellement et qui ont plaidé en notre faveur. Alors aujourd'hui, donc, nous attendons de savoir si l'État fera appel de la décision. En tout cas, l'appel n'est pas suspensif. On a dit donc que Madame Borne voulait faire appel, non ? À voir, je ne sais pas quelle sera la suite, effectivement, mais l'appel n'étant pas suspensif, j'attends de recouvrer le contrat du lycée très rapidement pour organiser la vie scolaire, pour organiser le baccalauréat des élèves et puis le retour de mes enseignants. C'est ça, dans l'immédiat, le plus urgent. Quel est le nombre au niveau du personnel ? Alors, il y avait 36 enseignants au lycée l'année dernière. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. On vous libère avec 5 minutes de retard. Merci. Mais je pense que ça va aller. Pas de sous-sous. Et je vous souhaite un bon retour dans le Nord. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonne chance et saluez-les pour nous. On les soutient et voilà. Absolument. Donc on va continuer un peu à décrypter. Là, j'étais un petit peu vite sur les questions, mais est-ce que Christophe il reste là ou est-ce qu'il... Non, c'est bon. Salut Julien. Ciao. À bientôt. Merci, monsieur. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Tenez-nous informés. Ils vous soutiennent dans le chat. Oui, grand soutien. Je cite, merci boss. Merci boss. Oui. Le boss, c'est quelqu'un qui me connaît. Vous avez des cœurs et des poings levés. Alors, ça commence à se lever dans ce sens quand même. Ouais, bah oui. C'est heureusement. Merci à vous. Merci. C'est dingue, cette histoire de...
Mais c'est vrai qu'il y avait l'affaire du lycée Al-Kindi à Lyon. Rappelons quand même que, si je peux me permettre... Hein, oui, bien sûr, là c'est bon, là on y va. Rappelons que certains se sont félicités du fait qu'il n'y avait plus aucun musulman, qu'il n'y avait plus aucun établissement musulman. On a vu sur des réseaux sociaux certains se réjouir du fait qu'il n'y avait plus aucun établissement musulman en France en activité, ou en tout cas que tous étaient sous le coup de pression politique et qu'ils espéraient qu'effectivement que tous subissent un petit peu le sort. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas si les gens réalisent de quoi il s'agit. Il s'agit, et monsieur le directeur de l'établissement l'a dit, il s'agit d'élèves. Il s'agit d'élèves, il s'agit de familles, il ne s'agit pas d'idéologie. Je veux dire, il s'agit donc d'une jeunesse qui est en droit d'avoir les mêmes aspirations et la même attention que le reste des élèves de ce pays, à moins de considérer qu'il y a des gens qui seraient français moins que d'autres. Absolument, mais c'est le cas. C'est dit on vous dit que l'argent des Français devrait aller ailleurs que pour ces élèves-là, c'est qu'il y a des Français et des Français. Oui, c'est ça. C'est pas les mêmes Français. Et ce que le RN appelle les Français de papier. Exactement, peut-être les Français de papier. Et d'autant plus que c'est faux en plus. Sauf que là, c'est pas des Français. Moi, je suis un Français de papier, on pourra dire ça. Donc, je suis un primo-arrivant. Ça ne fait que 40 ans depuis que je suis en France et disons une petite trentaine d'années que je suis français. Allez, rassure-toi, même après quelle génération, nous serons toujours des Français de papier. Exactement. Mais pour revenir au cœur du sujet, on est bien dans l'illustration, si ce n'est la définition de l'islamophobie. Parce que, puisqu'on en a parlé ces 24 heures, voire même ces 40 dernières 8 heures, donc de ce terme islamophobie, alors vous avez là un exemple vraiment factuel. Pour les gens qui pensent que c'est une vue de l'esprit. Voilà, de l'islamophobie. Le lycée, parce qu'il porte le nom, comme l'a dit Myriam tout à l'heure, lycée musulman, il s'appellerait je ne sais pas comment. D'ailleurs, on a eu même des noms, ils étaient ingénieux. Il n'y avait pas du tout la mention d'islam ces 3-4 dernières années qui ont été totalement dissous dans le silence. Parce que là, nous sommes en face d'un lycée quand même d'une certaine taille, donc 800 élèves à un moment. Si tu me permets, j'ai un exemple à Aubervilliers d'un établissement qui s'appelait l'école de la réussite, le collège de la réussite. Oui, je connais bien. Oui, de la réussite. Oui, qui a été aussi supprimé, il faut le dire, effacé du paysage, sous les accusations les plus fallacieuses, avec irruption de la police dedans, c'était absolument hallucinant. C'était le collège de la réussite. Je connaissais un des enseignants, enfin plusieurs enseignants même, et le conseiller d'éducation. Mais donc, il s'appelait Youssef aussi. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir le chef d'établissement parce qu'on se rend compte, le gros mot du terrain, mais c'est vrai, le terrain, c'est-à-dire la réalité des choses qui est très simple, c'est-à-dire c'est un lycée comme les autres. C'est un lycée comme les autres, qui applique le programme comme les autres. De l'extérieur, on dirait qu'ils enseignent la charia et qu'il n'y a pas de valeur de la République et que je sais pas quoi. Si on pouvait retrouver l'article de 20 minutes, ils ont fait une étude, vraiment un article très très bien recherché. Ils ont fait une enquête sur le terrain, sur les écoles privées, l'enseignement privé d'une manière générale. Il paraît, c'est 20 minutes qui le dit, que depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, ils ont reçu, l'inspection académique ont reçu ordre de ne pas contrôler les établissements juifs. Ah oui. Tout simplement, depuis les années 2000. Et dans les faits... Fondé, ça, il y a une... Écoutez, lisez l'article de 20 minutes. Bon, il le met au conditionnel, d'accord. Mais de fait, il n'y a pas eu de contrôle des 500 ou je ne sais combien établissements juifs de France. Et de toute façon, même par rapport au... Pas ce et de toute façon... Contrôlé, je veux dire, nous demandons simplement que tout le monde ait le même... C'est une équité devant la loi. Ce n'est pas le propos, ni le sous-entendu. Oui, bien sûr. Et de toute façon, même pour les écoles catholiques, il y a un 2 poids 2 mesures. Quand on voit comment sont traitées certaines affaires comme l'affaire du lycée Stanislas, par exemple, il y a quand même un 2 poids 2 mesures. Sans aller avec tous les signalements qu'il y a eu, il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de visite. Avec tous les signalements. Sans aller jusqu'à un certain établissement de Pau. Sans aller jusqu'à un certain établissement de Pau. Qui est actuellement sur la sellette, si je puis dire. Oui.
Oui, donc tout le monde le sait, donc Betaram, etc., Stanislas, tous ces établissements pour lesquels il y a eu du signalement au niveau juridique, au niveau de l'inspection académique, des parents d'élèves, des associations des parents d'élèves, et pourtant ça n'a pas provoqué ni déclenché le moindre contrôle ou inspection. Ouais. Et les établissements musulmans, ils ont eu, El Kindi, c'est encore plus qu'Averroès, le nombre de contrôles qu'ils ont eu en un an, 14 contrôles, quelque chose comme ça, mais c'est dingue, c'est-à-dire... Je crois qu'on est vraiment en état de dire, on est en pouvoir de dire qu'il y a une volonté d'éradiquer l'islam de ce pays, à commencer par l'enseignement. À commencer par les établissements d'enseignement, d'éradiquer les musulmans du paysage urbain avec toutes ces lois en préparation sur les interdictions de port du hijab, et bientôt ce sera l'interdiction du port de la barbe, n'est-ce pas, cher Nordine, dans les espaces publics, mais c'est où la barbe, on viendra peut-être mesurer la longueur des barbes, et pour savoir si elle est conforme à un moule, les policiers seront équipés d'un moule, est-ce que la barbe rentre ou est-ce qu'elle ne rentre pas dans le moule de ce qui est permis, mais on peut tout imaginer, on est dans une situation qui est kafkaïo-orwellienne, moi que j'appelle kafkaïo-orwellienne, c'est à la fois du Kafka et de l'Orwell, et c'est absolument hallucinant. Et ce qu'il y a de grave, c'est que lorsqu'on s'emploie maintenant à éradiquer, à effacer du paysage les établissements scolaires musulmans, et bientôt, pourquoi pas les entreprises musulmanes, et pourquoi pas encore tout ce qui peut avoir un rapport avec l'islam, de près ou de loin. Mais c'est déjà le cas, il suffit juste de regarder ce qui se publie ces 5 dernières années. Est-ce que vous n'avez pas des rapports sur l'entrisme dans les hôpitaux? Est-ce que vous n'avez pas de livres sur l'entrisme dans les entreprises? Est-ce que vous n'avez pas le mot entrisme rentre ce mot bidon. Il n'y a pas plus bidon, il n'y a pas plus bateau, il n'y a pas plus valise que ce terme-là qui est vide de sens. Alors justement, puisque tu évoques la médecine, je fais référence à, vous avez tous vu passer ce tweet de quelqu'un qui s'appelle Ben Soussan, je crois, et qui s'alarme du nombre de médecins au nom arabe qu'il y a dans le 93. Et il y a tout un tableau qui montre les noms des médecins urgentistes. Et effectivement, ce sont tous... Ah oui, c'était dans l'Oise peut-être. C'est dans l'Oise. Oui, et ce sont tous des noms de médecins avec des noms maghrébines, arabes ou maghrébines en général. Et ce qu'il y a de grave, c'est qu'on met ça en contradiction avec le grand remplacement. Alors, dans ce cas-là, on ne parle pas de grand remplacement. Ce sont les médecins urgentistes qui sont donc. Je rappelle que médecin urgentiste, c'est vraiment quelque chose de très dur. On peut dire que dans l'éventail des métiers de la médecine, c'est quelque chose de pas simple du tout, de très compliqué, il faut être extrêmement disponible et extrêmement, surtout, avoir un esprit très judicieux, etc. C'est une très lourde responsabilité. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on ne parle pas d'entrisme. Sauf que la personne met ça en avant, ce tweet, pour dire, regardez, il y a même un grand remplacement dans la médecine. Alors c'est absolument hallucinant cette histoire. Parce que s'il y a bien un domaine où on ne devrait même pas faire référence à cela, c'est bien le domaine de la médecine. Et c'est incroyable que même dans leur biologie, on va distinguer les êtres humains entre purement français, entre guillemets, et non français, français de papier. Parce que c'est ça, en fait. Donc c'est pour cette raison, Youssef, il faudrait déconstruire ce discours, il faudrait le décortiquer, il faudrait le dénoncer. Et dénoncer tout ce, surtout, de pseudo-responsables légitimement ou sans légitimité des musulmans qui commencent déjà à jeter des fleurs pour Rotaillot ou pour je ne sais qui. Oui. Ah, vous nous protégez, vous êtes déplacés, donc vous vous intéressez à ce qui nous arrive, etc. Mais donc pour parler de l'actualité, regardez Rotaillot, 48 heures pour se déplacer sur le lieu d'un drame effroyable dont on n'en a pas vu pareil depuis longtemps. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment prendre la mesure du drame, de la situation dans laquelle se trouvent les musulmans de France. Récemment, il y a eu Bayrou qui avait annoncé à l'occasion du voile qu'on ne va pas stigmatiser 9 millions de nos compatriotes ou de nos concitoyens. Donc Dieu merci pour
pour une fois, de la bouche d'un homme politique, on est sorti des 5 millions. Donc, ils reconnaissent que, quand même, les musulmans ne sont plus entre 4 millions et demi et 5 millions, mais ils sont 9 millions. Et donc, malgré cela, et malgré la durée du temps, vous avez parlé tout à l'heure de 4 générations, etc., certains hommes politiques, dans leur tête, dans leur logiciel, dans leur discours, ils s'adressent aux musulmans comme s'ils s'adressaient à, je ne sais pas, une cohorte de migrants qui sont arrivés il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et d'ailleurs, même s'ils étaient arrivés il y a une vingtaine d'années, ça ne le justifierait pas, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est ce refus de voir que les populations musulmanes sont inscrites dans l'histoire de ce pays depuis très longtemps, et qu'on cesse surtout d'évoquer de justifier ou leur présence ici au titre du sacrifice pendant les guerres et tout. Moi, c'est quelque chose qui m'agace personnellement. Hein. Ces populations auraient le droit d'être ici parce que des Maghrébins ont participé aux guerres pour la défense du pays. Moi, c'est le cas de mon père. Mon père a fait la Seconde Guerre mondiale, s'est même évadé d'un camp allemand. Bon, mais j'en fais jamais état parce que c'est inadmissible. Ça voudrait dire que si jamais nos parents n'ont pas eu la joie de concourir à la libération de ce pays, eh bien, ils n'auraient pas le droit d'être ici. Surtout qu'ils ont été forcés. Donc, comment ? Surtout qu'ils y ont été forcés. De toute façon, surtout qu'ils y ont été forcés. Et c'est aussi un argument que certains utilisent et à qui il faut vraiment tordre le cou. La question n'est pas de savoir depuis quand, mais ça aggrave l'attitude, on est bien d'accord, hein. Cher Nordine, ça aggrave l'attitude, c'est qu'il y a très longtemps qu'il y a des musulmans ici, d'accord, il y a même pas loin d'un siècle, en vérité, et ils sont toujours considérés, y compris ceux qui, ils sont toujours, pour répondre à même ceux qui sont, ils sont toujours considérés comme étant du surplus, comme étant même comme les Noirs antillais, etc. Alors là, c'est encore pire. C'est pour ça que nous parlions d'une approche coloniale dans le regard qui est porté sur les populations, sur les populations post-coloniales dont nous faisons partie. Il y a 2 autres sujets dont je voulais parler, et tu en as un petit peu parlé, Nordine, et qui sont très en lien avec la question du lycée Averroès. C'est la question de l'islamophobie et de l'acharnement judiciaire de façon générale. C'est l'assassinat du jeune Aboubacar il y a quelques jours, et aussi le procès de François Burga. Je vous propose de parler du procès de François Burga. Mes transitions sont toujours très, très subtiles, mais... donc François Burga, en plus Nordine, tu y étais ? Oui, j'y étais, tout à fait. Il a eu un procès pour apologie du terrorisme. Alors c'est pas le seul, on a vu qu'il y en avait pas mal ces derniers mois, ces dernières semaines, des procès pour apologie du terrorisme. Mais là c'est quand même un procès important. François Burga, c'est quand même un grand intellectuel français. Il travaille beaucoup sur l'islam politique, sur les mouvements islamistes. Il est reconnu au plan international. Au plan international. Ses livres ont été traduits dans de nombreuses langues. Au plan académique, moi j'avais lu son bouquin édité à la découverte, je crois, sur l'islam politique ou sur les mouvements islamistes. Sur les mouvements islamistes, et c'est très intéressant parce qu'il propose une approche vraiment académique et objective de c'est quoi l'islam politique dans le monde, quels sont les courants, dans quel contexte ils s'inscrivent, comment ils se développent, à quelle période, dans quelle mesure c'est politique et sociologique, et c'est pas seulement religieux, l'islam politique, parce que évidemment que nous on est très surpris quand on voit que des gens comparent des mouvements, parce qu'il y a énormément de mouvements islamistes entre guillemets. C'est une galaxie. À cause de Daesh, on assimile tout à Daesh, mais il y a Daesh et il y en a 40 000 autres. Et d'ailleurs, si je peux faire une analogie, c'est exactement comme pour le marxisme. Oui, dans le marxisme, vous avez un éventail extrêmement large. Par exemple, quel est le lien entre le brave Allende au Chili, le brave Salvador Allende au Chili, et Pol Pot au Cambodge, un dictateur. Il n'y a aucun lien, et pourtant les deux se réclament de l'idéologie marxiste. Mais entre les deux, on a toute une gamme. Le Khmer rouge. Voilà, exactement. Donc, et pour l'islam politique, c'est pareil. Voilà. On a toute une gamme, et il faut absolument l'admettre. C'est une instance de compréhension du monde qui existe comme d'autres dans le christianisme, dans le judaïsme, éventuellement. On est dans ce que tu as déjà annoncé tout à l'heure, Youssef, dans ce kafkaïen, orwellien, que tu as dit, les mots n'ont plus de sens. Il y a un hold-up sur les mots, on donne aux mots l'essence que leur donnent les médias mainstream qui dominent
l'opinion, qui dominent l'information, qui ont un large surface d'écoute, et c'est le cas. François Burga, je le connais depuis 40 ans. C'est pour cette raison que depuis que j'étais étudiant à Aix-en-Provence, quand je suis arrivé en 87, je le vois encore à côté de moi, assis à écouter Abdelkader Djerloul, qui est un sociologue algérien, dans un amphithéâtre, qui est venu de Paris donner une conférence, etc. Je l'ai croisé. François Burga, c'est le seul politiste, c'est le seul islamologue qui parle arabe. Vous avez beaucoup, je ne vais pas citer de noms, pour une fois, qui, soi-disant, vous lâchent 1-2 phrases comme ça en arabe pour faire semblant qu'ils connaissent l'arabe. Ils ont fait du terrain, ils ont été quelques mois en Égypte, ils ont été quelques mois ici ou là. Burga, il a passé 30 ans de sa vie entre le Yémen, Damas et l'Égypte, sans compter ce qu'il avait passé dans les années 60 en tant que coopérant technique, professeur de sociologie en Algérie, au début de l'indépendance. Pratiquement, on peut dire qu'il a passé presque 35 ans de sa vie. Le premier, en 1988, à écrire son livre « L'islamisme en face », vous avez 5 pages entières, rien que pour les définitions. Qu'est-ce que islamisme ? Oui, c'est de la sociologie. C'est de la sociologie, exactement. On est obligé de définir les termes. Voilà, il s'attarde sur le nom. Qu'est-ce que le néofondamentalisme ? Qu'est-ce que l'intégrisme ? Qu'est-ce que l'islamisme ? Qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce que cela ? Chose qu'aujourd'hui, 40 ans après, on voudrait ne pas savoir que ça existe pour continuer à être dans le brouillard. Bon, bref, François Burga, 14h30 jusqu'à 20h30, jeudi dernier, 24 avril, un procès hallucinant. Vous avez 4 avocats de la partie civile, dont l'avocat de la LICRA qui... Juste, est-ce que je peux rappeler pourquoi est-ce qu'il a été poursuivi ? C'est parce qu'il a repartagé un communiqué du Hamas en janvier 2024. Oui. Je regarde autour de sa table parce que je pense qu'il y en a d'autres ici qui ont pu faire des trucs comme ça. Pas du tout, c'est pas notre genre. Je dirais pas qui. C'est pas notre genre, de toute façon. Certainement pas. Et aussi pour des messages controversés après le verdict dans l'affaire Samuel Paty, qualifiant la décision de sortie de l'état de droit. Il a dit vouloir contextualiser, mais reconnaît avoir été provocateur. Donc voilà, ça c'est les faits, en tout cas les accusations. C'est pourquoi il a été poursuivi. Ensuite, donc les position de l'accusation, c'est un soutien au Hamas et une minimisation de l'attaque du 7 octobre 2023. Et donc le procureur requiert 8 mois de prison avec sursis, 4 000 € d'amende, interdiction de réseaux sociaux et une inéligibilité de 2 ans. Nordine. Oui, donc je ne sais pas c'est quoi la source. C'est Le Monde. Le Monde, il dit n'importe quoi. Oui, Le Monde, il dit n'importe quoi. Corrige-moi, Nordine. Non, je ne vais pas corriger, mais bon. Moi, j'ai assisté à presque la totalité. J'avais un car à reprendre parce que j'ai fait un aller-retour dans la journée, donc je n'ai pas assisté à 1 heure du procès. J'ai quitté à 19h30 la salle d'audience. Donc oui, c'est ce qui lui a été reproché. Je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est ce qu'il a été reproché. Oui, lui a été reproché effectivement ce tweet suite au verdict du procès Samuel Paty. Et ça, tout le monde le dit. Le journal Le Monde lui-même, elle a consacré une demi-page à ce verdict qui n'était pas du tout attendu. D'accord. D'ailleurs, même le président du tribunal va aller au-delà du réquisitoire qui demandait 13 ans. Lui, va demander 15 ans pour ses fruits. 4 années d'investigation, d'enquête, 2 mois et demi de procès. Moi, j'ai assisté à 4 journées. Je suis témoin. J'ai été officiellement cité à témoin dans ce procès. Donc, je connais bien le procès. Il n'y a pas un seul lien qui a été prouvé ou même esquissé comme une hypothèse plausible entre les deux, entre Abdelhakim Sefrioui et Anzorov, l'assassin. Anzorov ne connaît même pas l'existence de Sefrioui. Et Sefrioui n'a eu aucun contact avec. Donc c'est pour cette raison que condamner quelqu'un qui est dans cette situation à 15 années de réclusion pour association de malfaiteurs, pour entreprise terrorisme, alors qu'il n'y a aucune matérialité de l'association
association, si ce n'est ce terme-là encore, on revient au terme toujours, ce terrorisme d'atmosphère, cet islamisme d'atmosphère. Donc il a été donc on lui reproche pourquoi ce tweet, et après on s'attarde, les hashtags, pourquoi hashtag Abdelhakim Sefrioui, hashtag Brahim Chidina, hashtag Pati, etc. Il répond, il dit, moi, hashtag, tout le monde le fait, je pense que ça sera c'est pour alerter l'attention. Voilà, attirer l'attention, c'est tout. Hein. Il n'y a rien derrière. Mais sinon, là où il dit, on lui reproche aussi d'avoir dit, j'ai plus de respect pour le Hamas que pour le gouvernement israélien. Ça a été écrit dans son livre en 2016, ça fait 9 ans que c'est publié, personne ne lui a rien reproché. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, là, il a été à la hauteur face aux 4 avocats, au procureur général. Alors là, il faudra l'écouter. Oui. Je te laisse continuer, mais j'y pense, il faut le dire, c'est important. L'affaire, elle a été déclenchée par un signalement de la DGSI et par une plainte de l'Organisation juive européenne. Absolument. Donc il faudra dire un mot là. L'Organisation juive européenne, qui est une organisation très sioniste et très active et qui déclenche beaucoup de procès comme celui-ci, dont il faudra reparler. Mais alors je te laisse on va reparler après, voilà. justement. Oui, on va parler direct. Là, cette avocate de l'OGE, l'Organisation juive européenne, qui a, nous étions 50 dans la salle, il y avait de tout, j'avais des docteurs, je connais, il y avait à Aix-en-Provence, il y avait René Broman, officiellement témoin, Vincent Gesser, comme ancien collègue et ami de Burga, était présent, et d'autres amis que je connais, Nabil El Nasri était avec nous, on était nombreux, hein, donc des gens, des universitaires et autres, donc on était calme. Et cette avocate de l'OGE, elle se permet de dire que si on ne condamnait pas le propos de Burga, je ne suis pas sûr que ceux qui sont derrière moi, parce que nous on est derrière elle, et il y a la cour devant elle, je ne suis pas sûr que ceux qui sont derrière moi, il n'y a pas un qui va passer à l'acte. Alors là, à ce moment-là, toute la salle, elle a hurlé. Et c'est le seul moment... elle parlait de vous? Elle parlait de nous, c'est-à-dire les 50 personnes qui étaient derrière, dont au moins une dizaine de docteurs que je connais. Une accusation comme ça, lancée. Oui, elle a osé. Et la Cour, comment a réagi la Cour? La Cour, la présidente, elle a dit silence, sinon on va évacuer la salle. Mais nous, on a fait exprès. Moi et beaucoup, on a fait exprès quand même de lui faire entendre que c'est odieux, c'est arrogant, d'une condescendance, je dirais, sans limite, que de dire je ne suis pas sûr qu'il y a un parmi ceux qui sont derrière qui ne passera pas à l'acte. Et sans compter, Myriam, que on ose parler de discours de Burga et pêle-mêle, le gang des barbares, Bilal Halimi, la tchouka habituelle, Mohamed Merah, etc. Adolf Hitler, bien sûr. Il a dit, je suis un peu déçu que vous ne m'attribuiez pas à moi le rôle du principal mentor de ces gens-là. Donc, vous insinuez juste que mon propos va dans le même boulevard, grain, on a affaire au même, excuse-moi, mais on a affaire aux mêmes méthodes, d'invective, de mélange de tous les concepts, de débordement de la pensée, d'insinuation, de fausse transitivité, puisqu'il a dit ça, qu'il a dit ça, qu'il a dit ça, etc. Donc, c'est absolument... Et ce qui est grave, ce n'est pas que les sionistes se fassent là. Après tout, on va dire, c'est de bonne guerre. Ce sont les ennemis du mouvement antiraciste, d'une façon générale. Mais c'est qu'il y ait des politiques français et des cours qui aujourd'hui accréditent ce genre de propos et ne réagissent même pas comme ils devraient, parce que dire ça dans l'enceinte d'un tribunal, c'est une injure aussi à la Cour, c'est quand même incroyable. Alors j'aimerais dire juste un mot d'abord sur l'OGE. Oui. D'abord rectifier tout à l'heure, quelqu'un a dit que j'ai dit qu'il ne peut pas y avoir de juifs de gauche. Non, je précisais de juifs de gauche. Non, oui, et on ne peut pas se dire juif de gauche si on est sioniste, que ce soit en Israël ou en France. Hein, c'était par rapport à certains groupes comme Golem et autres qui se prétendent juifs de gauche. Hein. Non, on ne peut pas se dire juif de gauche, comme on ne peut pas se dire musulman de gauche, à la limite si on a envie, musulman de gauche, si jamais on soutient un régime autoritaire, discriminant, etc. Voilà, c'est
aussi simple que cela. Donc, pour l'OJE, justement, c'est intéressant, c'est que moi, je récuse même le fait qu'elle se dise organisation juive, parce qu'elle n'est pas juive, elle est d'abord sioniste. Vous savez que c'est une organisation... Factuellement. Actuellement, donc qu'a-t-elle à voir avec le judaïsme, à moins de confondre juif et sioniste, justement. Et c'est ça qui est extrêmement grave, c'est que cette pente qui consiste à confondre en permanence juif et sioniste, c'est exactement faire le jeu, d'abord, évidemment, des sionistes, comme Netanyahou et autres, mais aussi des fascistes et des antisémites, puisque, évidemment, toute contestation et toute dénonciation des crimes de l'entité sioniste, eh bien, seront à mettre au compte des juifs. Et c'est ça qui est extrêmement grave dans cette équation qui est établie. Alors, l'OJE est un organisme qui a été créé très récemment. En 2014. Comment ? En 2014, non ? En 2014, je crois, je ne sais plus, mais en tout cas, dont le but avéré, c'est d'abord la défense d'Israël. Avec 50 avocats bénévoles. Voilà, 50 avocats, donc c'est une machine de guerre, d'abord contre les pro-palestiniens, et pas du tout contre les antisémites. Et le mouvement BDS. Et le mouvement BDS, parce que c'est l'OJE qui va alimenter les services français dans le dénombrement du nombre d'actes antisémites. Mais il faut savoir que pour l'OJE, les actes antisémites, ça commence par exemple une exposition sur la Palestine dans la ville d'Ivry. C'est un acte antisémite. Au nom de quoi l'État français fait appel à l'OJE C'est des signalements auprès du procureur de la République. Alors, c'est des signalements, mais le problème, c'est que la France, maintenant, a adopté la définition de l'antisémitisme de l'OJE. C'est ça qui est extrêmement grave. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Il y a quand même, lorsqu'on lutte contre un phénomène, il faut d'abord pouvoir le définir. C'est un peu comme aux États-Unis avec les lobbies Mais c'est exactement ce qui s'est produit. La France, qui avait résisté jusque-là, a fini par adopter... et elle tente de l'imposer donc à l'ONU. Eh bien, effectivement, qu'est-ce qui est dit là ? Oui. Oui, d'accord. De quoi Oui. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête ? Je ne sais pas où ce que c'est. Qui est-ce qui a fait arrêter Youssef ? Je ne vois pas. Non, c'est parce qu'il y avait apparemment une définition qui était donnée, mais je ne vois pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Je disais, c'était c'est Jamel. Jamel, c'est toi ? Oui, je disais juste que c'était beaucoup d'États européens. C'est beaucoup d'États européens qui ont repris la définition de l'IHR. l'IHR, d'accord. Merci, Jamel. C'est là qui a été promu par tous les lobbies. Heureusement pour toi, c'est intéressant ce que tu dis. Vas-y, Youssef. Donc c'est une définition de l'antisémitisme qui en fait intègre la dénonciation des crimes de l'entité sioniste, de l'entité coloniale Israël. Et c'est extrêmement grave. Ce qu'il y a de grave, c'est que on impose ça aux populations juives aussi. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que ce phénomène fait que les juifs européens, eh bien, à leur corps défendant, se retrouvent, on leur fait assumer la définition d'un phénomène qui est la lutte contre l'antisémitisme, eh bien, la lutte contre l'antisémitisme se retrouve d'une certaine façon confisquée, prise en otage par la défense de l'État d'Israël. Et c'est ça qui est extrêmement grave. On a créé volontairement un imbroglio juridique de telle façon que toute attaque contre l'État d'Israël, eh bien, soit juridiquement une attaque contre les populations juives. Et c'est extrêmement grave, ça. Et moi, je mets en garde tout le monde des conséquences de cela. Parce que cet imbroglio, forcément, va se faire au détriment de la lutte contre l'antisémitisme réel. Et non pas... voilà. Cette définition elle-même, elle est antisémite, en fait. Bah oui, parce qu'elle associe... C'est comme s'il y avait une essence juive, en fait, qui fait que tous les juifs, intrinsèquement, adhéraient à l'idéologie coloniale, à l'idéologie sioniste, en fait, finalement. C'est ça le présupposé de cette définition. Oui. Alors qu'on est bien placé pour le savoir, il y a un bon nombre de juifs, c'est moins évident en France que ça ne peut l'être aux États-Unis, mais qui n'ont rien à voir avec ça, qui ne veulent pas être associés à ça. Donc c'est cette définition de l'antisémitisme qui est antisémite elle-même. Bien sûr. C'est le monde à l'envers. Et l'OJE, on entend souvent parler d'eux quand ils font interdire des manifestations, quand ils font interdire, je pense à Rima Hassan qui s'est fait interdire certaines interventions dans des facs, dans des écoles, je pense à... Même à toi, Youssef, je crois qu'ils étaient intervenus dans une interdiction de ton intervention dans une des facs françaises. Je dirais pas laquelle, mais je m'en souviens très bien. Ah oui ? Oui, je crois que tu as oublié, mais moi je m'en souviens très bien, c'était l'année dernière. C'est une médaille pour moi alors dans ce cas. C'était l'année dernière. Ouais. Ah oui, d'accord, ah oui, tu t'en souviens ? Exact, voilà. Oui, d'accord.
C'est une médaille pour moi. Et non, mais ils agissent vraiment, ils font un travail vraiment très très actif pour faire. Oui. C'est pas seulement lutter. C'est une machine de guerre. C'est pas seulement lutter contre la défense de la Palestine et les militants pro-palestiniens, c'est vraiment une défense, enfin une lutte contre la liberté politique, la liberté du débat politique. Enfin, comment vous faites interdire des députés, des militants politiques dans des facs, dans des interventions, dans des lieux publics? Moi, je trouve ça complètement dingue. Et en plus, ils leur font des procès. C'est-à-dire que les procureurs, et là, c'est là où je vais vous interroger, pourquoi les procureurs suivent. Enfin, c'est quoi? Mais oui, c'est ça. Ce truc-là, c'est mais quoi? c'est ça qui est extrêmement grave, justement. C'est ce que je disais, c'est qu'il se trouve une partie de la justice complètement dévoyée qui, aujourd'hui, va dans le sens de l'OJE. L'OJE, qui est une organisation de militants, simplement, au service de l'entité sioniste. Et ce qu'il y a de grave, c'est quand des instruments de l'État français se mettent au service d'une faction politique qui est extrêmement controversée. Elle n'est pas controversée uniquement par nous, elle est controversée par de nombreux juifs également. Et c'est ça qu'il est important de le dire. De quel droit l'OJE maintenant a pignon sur rue? De quel droit l'OJE impose actuellement ses vues? C'est dingue. Hein. Et c'est complètement dingue. Et l'OJE, on me disait quelle est la définition de l'antisémitisme pour l'OJE. Critique d'Israël. Mais c'est ça, je crois que c'est l'antisémitisme, c'est... Alors évidemment, il y a effectivement les actes antisémites avérés et qui posent aucun problème, avec lesquels tout le monde sera d'accord, on est bien d'accord. Des atteintes, comme celle qui est arrivée l'autre jour au rabbin, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est s'appuyer sur des choses avérées pour déborder sur du politique. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc prendre appui sur des actes antisémites avérés, réels, mais liés à ces actes antisémites avérés et réels, des actes qui relèvent de la prise de position politique, et une prise de position politique honorable, celle de défendre le peuple palestinien. Il n'y a rien de plus honorable que de défendre le peuple palestinien. Et c'est le cas de François Burga, qui travaille depuis plus de 40 ans sur cette région, qui connaît bien. Il a participé en tant que témoin. Il a dit lui-même, j'ai été invité plusieurs fois à Israël, dans les universités, etc. Donc, il connaît bien le sujet. D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'avocat de la LICRA, par exemple, il revient sur la fameuse phrase de Valls, expliquer, c'est excuser. Donc, il a repris ça. Oui, vous vous rendez compte, dans l'enceinte, je ne parle même pas de, comment elle s'appelle, Barjot-Blecker, qui est citée, elle qu'on a connue depuis 30 ans comme une spécialiste de la viande. De la viande halal, c'est sa seule compétence, c'est le marché du halal, c'est vrai. Elle a été citée 2 ou 3 fois pour dire par la présidente ou par les avocats de la partie civile comme ayant apporté de la contradiction aux propos de Burga. Mais vraiment, marché... c'est pas des articles qu'elle a publiés, mais pas des articles du micro. Et donc, il dit, on lui pose la question, quand vous dites respecter, admirer, il dit Burga, je n'ai pas exprimé mon admiration pour la violence. À qui vous répondez donc quand vous parlez de considération, de respect, d'admiration après la répétition de la question? Il dit, Burga, il dit à ceux qui veulent déshumaniser. Ceux qui veulent déshumaniser. Donc, et il y a une phrase qui a été dite aussi, qui résume un peu. Elle a dit, pendant 5 heures, nous n'avons parlé que du 1% des victimes, et on a oublié les 99% de la victime. Et ça, c'est horrible dans ce procès, et d'ailleurs qui n'est que le reflet, qui n'est que l'émanation de ce qui se passe dans la scène politique. Et moi, je tiens à dire que au cœur de ce procès, c'est l'islamophobie. Non seulement la palestinophobie, le racisme mais aussi l'islamophobie. Et si Burga est attaqué, c'est en tant aussi que connaisseur de l'islam, donc quelqu'un qui est proche de l'islam. Et c'est ça, et on va jouer sur la peur de l'islam qu'on a fabriquée pour justifier l'incroyable réquisitoire. Et le seul chercheur, excuse-moi, Myriam, juste cette phrase, il est le seul chercheur, à ma connaissance, donc, qui depuis 40 ans n'a pas versé dans l'islamophobie. Voilà. Quand d'autres, on peut trouver des pans entiers dans leurs livres, des chapitres entiers, des dizaines Keppel. C'est vrai. Bah oui, c'est son concurrent sur le terrain islamologue. Il passe demain à l'Institut du monde arabe. Il est demain à l'Institut du monde. Oui. Oh là là. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Bon, n'allez pas à l'Institut du monde arabe demain. J'ai une question, Nordine, tu l'as déjà un petit peu abordé, mais quels sont les grands axes de défense de Burga et de son avocat Rafik
chez CAT. Et moi, j'ai lu quelque chose de quelqu'un qui a aussi participé au procès, qui nous a dit sur Facebook, ce procès fait à François Burguin dans un tribunal français peut aussi être lu en creux comme un procès fait par François Burguin à la criminalisation du soutien au peuple palestinien. Absolument, absolument. Il a été magistral. Donc on lui pose et repose la question, quand vous dites ceci, est-ce que c'est l'homme qui parle ou c'est l'universitaire, etc. Il dit, je ne peux pas affirmer que il n'y a pas d'interdépendance entre les deux. Voilà. C'est un procès ce que j'ai retweeté, c'était pas au lendemain du 7 octobre. Il a donné un exemple, alors là, magistral. Il a fait la comparaison entre le 7 octobre et le Milk Bar. Le Milk Bar. Alors, l'attentat du Milk Bar. On rappelle juste pour les gens qui ne connaissent pas. Oui, voilà. L'attentat du Milk Bar, 2 femmes du FLN qui vont dans un grand boulevard, dans un salon. On est en pleine révolution algérienne. On est en pleine bataille d'Alger. On est en pleine bataille d'Alger, peut-être doit être 57, etc. C'est 57. Voilà. Donc, ces 2 dames qui sont bien habillées, etc. À l'occidental, dirons-nous. À l'occidental, voilà, dans un couffin. Elles portent une bombe qu'elles vont déposer dans un lieu fréquenté par tout le monde, par des civils surtout, bien sûr, même s'il y a des militaires qui sont là de passage, mais c'est surtout des civils. Pieds noirs, et qui va des pieds noirs, des Européens d'Algérie dans un quartier chic. Et lui, il dit cela, Burguin, il dit, je dis bien que cet attentat du Milk Bar, et d'ailleurs ça a été dit par un homme qui, avant moi, De Gaulle, qu'on va le traiter de terroriste, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il y a eu 50 blessés, 2 morts, 5 amputés. Donc je dis oui, c'était un acte terroriste. Mais je ne peux pas incriminer tout le mouvement national de libération de l'Algérie de terroristes. Voilà. Alors, on peut dire pour le 7 octobre, il y avait des actes qui étaient des actes terroristes et qui étaient des actes de guerre, mais traiter le Hamas de terroriste, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Et il dit, rajoute juste une chose pour qu'on le comprenne, on ait toute l'image. Il a dit d'ailleurs, De Gaulle, les 2 femmes qui ont commis cet acte-là, elles ont été amnistiées par le général De Gaulle en 1967. Parce que De Gaulle a considéré que c'était un acte de guerre, c'était dans le cadre d'une guerre. Et je précise que ces attentats, alors on en pense ce qu'on veut, évidemment c'est toujours terrible, des attentats qui visent la foule, mais faisait suite à une série de décapitations, d'exécutions auxquelles étaient soumis tous les militants du FLN qui étaient arrêtés et étaient exécutés. Et là, on en était à ce moment-là, je ne sais combien de décapitations, de militants qui avaient été décapités, guillotinés. Et il y a eu une mise en garde du FLN à l'époque qui a dit, si vous continuez à décapiter nos militants, à ne pas les considérer comme des prisonniers de guerre, ce qui aurait dû être le cas, eh bien, nous allons lancer une campagne de bombes. Et à ce moment-là était intervenu justement une universitaire française, Germaine Tillon. C'est Germaine Tillon, l'ethnologue française, qui était favorable évidemment aux revendications algériennes et qui a essayé d'intervenir auprès de Yassef Saadi, le responsable du FLN à Alger, pour faire cesser la campagne de bombes. Mais en échange, Germaine Tillon a dit qu'elle appuierait auprès de la classe politique française pour qu'il n'y ait plus d'exécution. Et ce ne fut pas le cas, parce qu'évidemment, elle n'a pas pu influer. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est bien. C'est terrible, la guerre, et ce genre de guerre, et surtout qui vise les civils. Et de ce point de vue, nous sommes tout à fait OK avec ça. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Mais voilà, la guerre d'Algérie n'a pas commencé avec l'attentat du Milk Bar. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et quelles sont les suites du procès Les suites maintenant, le 28 mai, je pense qu'il y aura le délibéré qui va être annoncé. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Myriam, donc il y a 8 mois d'emprisonnement, 4 000 euros d'amende. 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Avec sursis, oui. Avec sursis. Quand même, c'est énorme. 4 000 euros. Donc, c'est pour ça, le procureur général, il dit quand même, vu qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, etc., on ne va pas demander la peine
peine maximale qui a été dans de ce genre de procès, 7 ans de prison, mais quand même, on va pas le laisser, va pas laisser parce que ça serait un boulevard. Ça serait un boulevard, oui. Et un boulevard pour sionistes qui justifient le génocide en Palestine actuellement. Tous ces sionistes qui se répandent, et les noms on les connaît, hein. Il y a des artistes, il y a d'accord, des hommes politiques qui justifient le génocide en Palestine. Tous les jours qui le justifient, et jusque dans des rangs ministériels. Vous voulez qu'on cite, hein, c'est absolument hallucinant cette histoire. Et qui non seulement ne seront jamais poursuivis, hein, mais il se trouve des gens pour justifier ce qu'ils disent. Hein, et ça va même jusqu'au sport maintenant, d'accord, n'est-ce pas, voilà, c'est extrêmement grave ce qui se passe, Et on poursuit des universitaires, hein, des humanistes, d'accord, simplement pour s'être tenus aux côtés d'un peuple qu'on est en train d'exterminer. Et la France, et d'ailleurs on en reparlera dans les prochaines émissions, et la France participe à cette action, participe à cette action génocidaire. Elle a des complicités dans cette action génocidaire. Vas-y Yacine, et en même temps, est-ce que tu peux me filer les bouquins comme ça, je prépare ma promo. Et je te laisse intervenir. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que moi ce qui me choque particulièrement dans ce qui est reproché à Burga, c'est le fait d'avoir partagé un communiqué du Hamas. Alors que nous, dans la presse française, depuis le début du génocide, le début de la guerre, on a Olivier Rafovitz, matin, midi, soir, sur toutes les chaînes d'infos possibles et imaginables. On a l'impression que c'est une guerre à sens unique. On n'a pas... en fait, il y a une guerre, donc on imagine entre deux parties. On nous le présente même comme une guerre Israël-Hamas. Donc je veux dire, on a les propos qui sont ceux des généraux israéliens. On a toute une classe politique qui est pro-israélienne et qui relaie en permanence la propagande de l'armée coloniale. On a des soldats franco-israéliens qui participent à ce génocide. Absolument. Et aucune recherche n'est faite par les procureurs. Et on n'a pas pour les détecter. Et on n'a pas le mot en face. Enfin, je veux dire, tous ces gens-là, ils font bien la guerre à quelqu'un. Le Hamas, il doit bien s'exprimer de temps en temps. On peut être intéressé, ne serait-ce que pour un intérêt informationnel tout à fait basique, de savoir ce que dit. Enfin, je sais pas moi. Pendant la guerre aux États-Unis, au Vietnam, on pouvait s'intéresser à ce que dit Hanoï. Ça faisait pas de nous un affreux communiste. Simplement, on parle d'un communiqué qui a été relayé. Oui, ça me semble pas être criminel que de s'intéresser à ce qui peut être dit par le parti dont on nous parle H24 sur nos propres chaînes de télé. On veut nous faire croire que l'entité sioniste génocidaire combat des fantômes. Combat des fantômes, des gens qui n'existent pas, qu'on ne peut même pas nommer. Et qui ne parlent pas, quoi. Et qui ne parlent pas, qu'on ne nomme pas, on ne sait pas. Il ne faut pas oublier que dans le même ordre, le rabbin Corsia. Ah oui. Les poursuites ont été annulées. Ouais. Il avait été accusé. Oui, le rabbin Corsia, il a dit précisément une histoire comme il faut finir le travail, ou le job. Il faut finir le job, etc. Le job. Et on sait très bien ce que ce job veut dire. Ce job, il y a justement un tribunal international qui s'y est intéressé à ce job et qui l'a considéré comme étant un acte génocidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur le rabbin Corsia justifiait le fait qu'on termine le génocide à Gaza. Et monsieur Corsia n'était pas content du tout parce que ce génocide n'est pas encore terminé. Il pourra avoir la conscience tranquille quand ce génocide sera terminé, je suppose. Ouais, mais ça a été signalé, mais ça a été signalé. Oui. Là, oui, on voit bien qu'il y a. C'est même pas 2 poids 2 mesures. Je veux dire, c'est un seul poids et une seule mesure. En fait, le communiqué dont tu parlais, Yacine, qu'il a retweeté, c'était une réponse à un article du New York Times. Et Burga, il répond, il dit, je fais plus confiance au communiqué du Hamas qu'à l'article du New York Times, mais qui est bourré de messages faux. Et après, on lui pose la question. Alors là, cette question, elle lui a été posée au moins une 40aine de fois. Hein, d'accord? Donc, on l'a entendu dans toutes ces reformulations. Est-ce que c'est le chercheur ou l'humain qui a développé une certaine affection pour le Hamas? Et là, il dit, je ne peux nier l'interaction. Je parle en tant que chercheur quand je dois analyser, et je parle en tant qu'humain aussi. J'ai le droit, il le dit à un moment aussi, j'ai le droit quand même, j'ai le droit de porter un jugement. Et quand il dit, est-ce que dans le cadre des recherches ou d'un jugement de valeur, que vous dites ça, on lui répète à chaque fois ça. Donc, conclusion,
on n'ose pas, bien sûr, attaquer le chercheur qu'il était, ou qu'il est toujours, et l'homme qui derrière, citoyen. Le but est de dire qu'il a s'est exprimé en tant qu'être humain, donc il doit subir toute la rigueur de la justice. On casse. Voilà, et c'est ça qui est extrêmement... Non, mais je ne sais pas si... On casse un tabou, c'est-à-dire, là, vous avez un chercheur de 40 ans, il a lui-même écrit 5 livres, il a co-dirigé 5 autres livres sur des sujets qui sont en lien direct. Il est cité, il dit, lui, moi, mon rôle, ça, c'est faire baisser la tension. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer la mécanique des terroristes pour déjouer cette mécanique-là. Ça n'a jamais été de les encourager, ni de leur faire de la publicité. Mais on veut lui faire porter le chapeau d'un autre rôle qui est totalement le contraire du rôle qu'il a toujours eu. Son livre qu'il avait écrit au milieu des années 90, L'islamisme en face. Oui, L'islamisme en face, son titre, rien que son titre, tu vas comprendre que, d'ailleurs, il s'intéressait entre autres à la guerre civile en Algérie. Voilà. Et donc, l'islamisme en face, c'est de cesser de regarder de haut, descendre un peu au terre-à-terre dans la réalité sociale, sociologique, politique, géopolitique, et de regarder ces gens-là comme ils sont des partenaires et de ne pas porter de jugement. Lui, il a essayé de le faire, mais décidément, ça ne marche pas. C'est pas lui qui était invité à l'Institut du monde arabe. Il a été invité, je crois, une fois ces 20 dernières années. C'était à la sortie de son vie, le dernier livre, l'avant-dernier livre dans les éditions La Découverte, Comprendre l'islam politique. D'ailleurs, je lui ai reproché d'avoir fait le titre. Il a été d'accord. Donc, François Burgat, on juge un homme intègre, un chercheur honnête pour justement cette intégrité, cette honnêteté. Contrairement à, je le dis, même s'il ne va pas être content, il me connaît maintenant, Gilles Kepel, que j'ai traité de prophète de malheur. Parce que son avant-dernier livre, Prophète, en son pays, donc il joue, j'ai dit, je lui ai posé la question devant toute la salle, le grand amphithéâtre de l'Institut du monde arabe, il y a 1 an de cela. J'ai dit, quand je lui dis, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde, qu'est-ce que vous êtes comme prophète? Est-ce que vous êtes un prophète du malheur parce que vous n'annoncez que les choses qui sont malheureuses? Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je termine cette émission en faisant la petite promotion de ma patronne. Donc, Ouya Boutelja a 2 nouveaux écrits. Donc, le premier, en fait, c'est dans la revue Regard. Donc, elle est en entretien croisé avec Roger Martelly, qui est un historien historique du Parti communiste. Parti communiste français. Voilà, et cette interview a été proposée à la suite de son intervention à Bourg-et-Tours qui s'intitulait « Patriotisme internationaliste » et qui avait suscité de nombreux débats, notamment dans la gauche et la gauche communiste et la gauche... Regard est une revue qui était proche du Parti communiste, Exactement. Qui date déjà d'avant la Seconde Guerre mondiale. L'intervention est disponible sur la chaîne de Parole d'Honneur, n'hésitez pas à aller la voir. Exactement. Et le second, là c'est très intéressant, enfin non, là aussi c'était très intéressant, mais peut-être moi ça m'intéresse un petit peu plus, c'est un ouvrage paru aux éditions Météor, et c'est un entretien croisé, non c'est une discussion, comment on appelle ça? C'est une entretien croisé, on peut dire, oui, discussion croisée, avec Alain Brossat, donc Alain Brossat qui est un philosophe et qui a été cadre de la LCR, qui est très connu, qui est un grand philosophe français, qui s'appelle Clarification, et ça traite de nombreux sujets et thématiques comme la stratégie politique, la blanchité, le racisme, Israël et Palestine, les désaccords politiques, notamment sur Mélenchon et la France insoumise. Et on a des présentations déjà prévues, notamment à Paris le 15 mai, à Lille le 16 et à Bruxelles le 17. Et vous trouverez les informations sur la page de Ouya Boutelja sur Facebook ou alors sur les réseaux sociaux des éditions Météor. Merci à tous. Merci Youssef, merci à toi, Maryam, merci Nordine. Merci Nordine. Merci à l'équipe. Merci Paul, merci Alexandre. Merci Maryam. Merci Christophe, merci Omar, merci Jamel, ouais. Et merci Maryam pour ta présentation. Merci Maryam, ouais, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Voilà, salut. Selon la tradition.